À 15 heures, le jour de la journée de la femme, mon mari m'a envoyé un SMS, 18 amis viennent dîner ce soir. Sois prête, et n'oublie pas la tarte aux pommes de Sarah et la dinde rôtie d'Émilie. J'ai répondu, d'accord. Puis, je me suis réservé une croisière et j'ai éteint mon téléphone. Quand ils sont arrivés, je me tenais au milieu de la salle paroissiale, une assiette en carton tremblant dans ma main, tandis que mon mari tentait d'expliquer à une pièce pleine de gens pourquoi 18 invités s'étaient présentés à une maison vide. Il continuait de parler, mais personne n'écoutait plus, pas même moi. Ce fut le moment où tout s'est finalement brisé. Mais je devrais probablement commencer par le message. Il était 15h07, le jour de la Journée internationale des femmes. Je me souviens de l'heure parce que je venais de finir de nettoyer les comptoirs de la cuisine. La maison sentait légèrement le nettoyant au citron, et la lumière de l'après-midi entrait doucement par les stores, comme elle le fait toujours à cette heure à Plano. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. C'était Marc, j'ai 18 amis pour le dîner ce soir. Sois prête. Et souviens-toi, Sarah adore la tarte aux pommes et Émilie aime le rôti de dinde. Non, s'il te plaît. Non. Es-tu d'accord avec ça? Juste des instructions. Je suis resté là, avec le torchon toujours à la main, et je l'ai relu, puis encore une fois, juste pour être sûr de n'avoir rien mal compris. Mais c'était là, clair comme le jour, 18 personnes ce soir-là même. Je ne sais pas ce à quoi je m'attendais de ressentir. De la colère, peut-être, ou de la panique. Mais ce que j'ai ressenti, c'était quelque chose de plus calme, de plus lourd, comme une fatigue qui s'était installée dans mes os depuis des années et qui avait finalement décidé d'en avoir assez. J'ai posé le torchon et me suis appuyé contre le comptoir. Marc avait toujours été comme ça. Pas cruel, pas d'une manière qu'on pourrait pointer du doigt en disant c'est de l'abus. Il payait les factures. Ne haussait jamais la voix en public. N'avait jamais trompé, pour autant que je sache. Mais il avait une façon de me parler comme si je faisais partie de la maison, comme le lave-vaisselle ou la cuisinière. Quelque chose qui était juste là, censé fonctionner quand on en avait besoin. Tu es à la maison de toute façon, Linda, disait-il. Ce n'est pas comme si tu avais un vrai travail anymore. J'ai pris ma retraite du district scolaire il y a 5 ans, après près de 3 décennies en tant que secrétaire. Je pensais que nous allions ralentir ensemble après ça, voyager un peu, passer du temps différemment. Au lieu de cela, mes journées sont devenues plus calmes, plus petites. Je me souviens d'une nuit, peu après le décès de ma mère. J'avais préparé à Marc son rôti de peau préféré. Je portais encore la robe noire des funérailles. Mes yeux étaient gonflés d'avoir pleuré, mais je voulais faire quelque chose de normal, quelque chose qui ressemblait à la vie qui continue. Il a pris une bouchée, n'a même pas levé les yeux de la télévision, et a dit « manque de sel ». C'était tout. Je n'ai rien dit alors. Je n'ai pas dit beaucoup de choses au fil des ans. Mais en restant là, dans ma cuisine, à 15h07, tenant ce téléphone, quelque chose a changé. J'ai tapé le d'accord. Mon pouce a hésité un instant au-dessus de l'écran avant que j'envoie. Puis j'ai posé le téléphone. Pendant quelques minutes, je suis resté là, écoutant le léger bourdonnement du réfrigérateur. La maison ressemblait exactement à ce qu'elle avait toujours été, propre, ordonnée, chaque chose à sa place. Et j'ai réalisé que je ne voulais pas passer les 5 prochaines heures à cuisiner pour 18 personnes qui n'étaient même pas mes invités. Je ne voulais pas courir, transpirer devant la cuisinière, essayant de faire en sorte que chaque plat soit parfait, pendant que Marc entrait à la dernière minute comme s'il m'avait fait une faveur. Je ne voulais plus le faire. Alors, je suis allé dans le salon, me suis assise à mon ordinateur portable et j'ai ouvert un site de voyage. Je ne me souviens même pas d'avoir cherché quelque chose de spécifique. J'ai juste tapé croisière Galveston ce soir et j'ai appuyé sur entrée. Il y en avait une qui partait à 19h pour 4 nuits. Cabine avec vue sur l'océan. Ça semblait ridicule, impulsif, complètement inhabituel pour moi. Je l'ai réservé quand même. Mes mains étaient stables tout le temps. Après ça, je suis monté et j'ai sorti ma petite valise, celle que j'utilisais peut-être une fois tous les 2 ans quand nous rendions visite à ma sœur en Oklahoma. J'ai fait une valise légère, quelques tenues, des articles de toilette, un pull au cas où il ferait froid sur l'eau. Pas de surréflexion, pas de doute. Vers 17h, je suis redescendu et j'ai nettoyé la cuisine à nouveau, même si elle était déjà impeccable.
J'ai essuyé les comptoirs, redressé les chaises, passé ma main sur la table de la salle à manger jusqu'à ce qu'elle soit lisse. Si quelqu'un entrait, la maison aurait l'air prête pour des invités. Sauf qu'il n'y aurait pas de nourriture. J'ai fait une pause un instant dans l'embrasure de la porte, regardant tout. Cette maison où nous avions vécu pendant presque 20 ans. Chaque recoin portait une version de moi, cuisinant, nettoyant, faisant en sorte que tout fonctionne. Et pour la première fois, je me suis demandé à quoi ça ressemblerait sans moi. À 17h30, j'ai appelé un VTC. Le chauffeur était un jeune homme, peut-être fin vingtaine. Il a chargé ma valise dans le coffre et a demandé « Vous allez quelque part de sympa ?» J'ai hésité, puis j'ai dit « Galveston ». Sympa, a-t-il dit. Bonne journée pour ça. J'ai hoché la tête et j'ai regardé par la fenêtre tandis que nous nous éloignions. Plano défilait comme jamais auparavant, l'épicerie où j'allais toujours, le pressing, le petit parc où je me promenais le matin. Tout avait l'air pareil, mais je ne me sentais pas pareil. Mon téléphone a vibré une fois dans mon sac. Je ne l'ai pas vérifié. Au moment où nous sommes arrivés au port, le soleil commençait à descendre. Il y avait des familles traînant des valises, des couples prenant des photos, des gens qui riaient. J'ai payé le chauffeur, j'ai pris mon sac et j'ai rejoint la file. Tout s'est déroulé rapidement après ça. L'enregistrement, la sécurité. Une femme polie me tendant une carte clé avec mon nom dessus. Profitez de votre voyage, mademoiselle Carter, a-t-elle dit avec un sourire. Je suis monté à bord du navire juste au moment où le haut-parleur crépitait avec une annonce de bienvenue que j'ai à peine entendue. Mon téléphone a vibré de nouveau. Je l'ai sorti cette fois et j'ai regardé l'écran. 6 appels manqués de Marc. 2 messages. Où es-tu, Linda? Appelle-moi. J'ai fixé les messages pendant une seconde. Puis j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. L'écran est devenu noir. J'ai glissé le téléphone dans mon sac et j'ai pris une lente inspiration. Pour la première fois depuis très longtemps, je n'attendais pas d'instructions. Je n'anticipais pas ce dont quelqu'un d'autre avait besoin de moi. J'étais juste là, debout sur un navire avec une petite valise et pas de dîner à préparer. Tandis que les moteurs commençaient à bourdonner sous mes pieds et que le navire s'éloignait lentement du quai, je suis allé sur le pont et j'ai regardé le rivage commencer à s'estomper. Je ne savais pas exactement ce qui allait se passer ensuite, mais je savais une chose avec certitude, je ne retournerai pas dans cette cuisine ce soir-là. La première nuit sur le navire fut étrange, d'une manière inattendue. Pas effrayante, pas solitaire exactement, juste inhabituelle. J'ai trouvé ma cabine, petite mais propre, avec une fenêtre ronde qui donnait sur l'eau qui s'assombrissait. J'ai posé ma valise sur le lit et je suis resté là 1 minute, écoutant le faible bourdonnement du moteur et le léger son des voix dans le couloir. Personne n'avait besoin de moi. Cette pensée revenait sans cesse. Je me suis changé pour une simple robe bleu marine et je me suis dirigé vers la salle à manger principale. L'endroit était déjà très animé. Des couverts qui tintaient, des conversations à voix basse, des serveurs qui zigzaguaient entre les tables comme s'ils avaient fait cela 1000 fois. J'ai fait une pause près de l'entrée, soudain incertaine de ce que je devais faire. Table pour une, demanda l'hôtesse, souriant gentiment. Oui, dis-je. C'est sorti plus doucement que je ne le voulais. Elle me conduisit à une petite table près d'une fenêtre. Je me suis assise, j'ai lissé ma serviette sur mes genoux et j'ai regardé autour de moi. Des couples, des familles, un groupe de femmes riant autour de verres à une table de coin. Pendant une seconde, je me suis senti à ma place, comme si j'étais entré dans la vie de quelqu'un d'autre. Puis le serveur est venu. Puis-je vous apporter quelque chose à boire, madame? Juste un thé glacé, ai-je dit. Quand il s'éloigna, je soufflai un soupir que je ne savais pas que je retenais. Pour une fois, le dîner n'était pas ma responsabilité. Et étrangement, le monde ne s'est pas arrêté. J'ai commandé quelque chose de simple, du saumon grillé, des légumes. C'est arrivé chaud, joliment présenté, sans que j'aie à lever le petit doigt. J'ai pris une bouchée et je suis resté là un instant, savourant. C'était bon. Non pas parce que c'était meilleur que ce que je pouvais cuisiner, mais parce que je n'avais pas à y penser, pas à le coordonner avec 3 autres plats. Pas à me soucier si quelqu'un d'autre approuverait. J'ai mangé lentement, écoutant le rythme de la pièce. Au milieu de ce repas, je me suis surprise à me demander ce qui se passait à la maison. J'imaginais Marc ouvrant la porte d'entrée,
souriant comme il le faisait toujours quand il voulait impressionner les gens. Entrez, dirait-il. Linda est juste en train de finir dans la cuisine. Sauf que je n'y étais pas. J'ai failli sourire à cette pensée. Plus tard, beaucoup plus tard, je découvrirai exactement comment cette nuit s'était déroulée. Pas de Marc. Il ne l'a jamais raconté telle quelle, mais de Madame Delgato, ma voisine d'en face. Elle a 68 ans, est vive d'esprit, et voit plus que la plupart des gens ne le réalisent. Selon elle, la première voiture est arrivée vers 18h45. Puis une autre, et une autre. Vers 19h, il y avait des voitures garées des deux côtés de la rue. La sonnette a retenti. Marc a répondu, s'attendant probablement à sentir le dîner en train de cuire, à entendre des casseroles teinter dans la cuisine. Au lieu de cela, il est entré dans une maison silencieuse. Lumières éteintes dans la salle à manger. Cuisine impeccable. Pas un seul plat sur la cuisinière. Il a quand même fait semblant. Elle doit être en retard, a-t-il dit, s'écartant pour laisser entrer les gens. Vous savez comment c'est. D'autres invités sont arrivés. 18 au total, exactement comme il l'avait dit. Au début, il y avait des rires polis, des petites conversations. Les gens étaient debout dans le salon, jetant des coups d'œil vers la cuisine. L'une des femmes, Sarah, je crois, a jeté un coup d'œil et est revenue. Marc, a-t-elle dit prudemment. Votre femme sait-elle que nous sommes là? Madame Delgato m'a dit qu'Hilary a essayé de minimiser. Bien sûr qu'elle le sait. Elle est probablement au magasin pour prendre quelques dernières choses. Vers 19h20, l'ambiance avait changé. Pas d'odeur de la cuisine, pas de tintement de vaisselle, aucun signe de moi. Quelqu'un a allumé une lumière. L'endroit ressemblait à une maison témoin, parfaite et vide. C'est là que les murmures ont commencé. C'est une blague? Je croyais qu'il avait dit que le dîner était prêt. Marc a commencé à m'appeler une fois, deux fois, encore et encore. Directement sur la messagerie vocale. De retour sur le bateau, je ne savais rien de tout ça encore. Après le dîner, je suis sorti sur le pont. L'air s'était rafraîchi et le vent apportait cette légère odeur salée de l'eau. Les lumières du rivage devenaient plus petites, clignotant au loin. Je me suis appuyé contre la rambarde et j'ai regardé. Un couple se tenait à quelques mètres, leurs mains posées ensemble sur le métal. Ils ne disaient pas grand-chose, se tenaient juste là, à l'aise dans le silence. J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois que Marc et moi nous étions tenus ainsi. Je n'y suis pas parvenu. Mon téléphone était toujours éteint dans mon sac. Je pouvais sentir son poids même si je ne le tenais pas. Une partie de moi se demandait combien de fois il avait appelé maintenant. Ce qu'il disait, s'il était en colère, embarrassé, confus, peut-être les trois. J'ai fouillé dans mon sac, j'ai sorti le téléphone et je l'ai tenu dans ma main. Pendant une seconde, j'ai pensé à le rallumer juste pour vérifier, juste pour voir. Puis j'ai repensé à cette cuisine, au comptoir vide, à la table propre, à 18 personnes debout, attendant quelque chose qui n'arriverait pas. J'ai glissé le téléphone dans mon sac. Pas ce soir. Derrière moi, quelqu'un a ri. La musique flottait faiblement de quelque part plus profond dans le navire. La vie avançait avec ou sans moi qui m'en inquiétait. Je suis resté là un peu plus longtemps, laissant le vent ébouriffer mes cheveux, laissant le mouvement régulier du navire apaiser quelque chose en moi. À Plano, la nuit devenait probablement plus bruyante, les voix s'élevaient, les plans changeaient, les gens cherchaient où aller, quoi faire. Madame Delgato m'a raconté plus tard que vers 19h45, quelqu'un a suggéré de commander à emporter. Une autre personne a vérifié sa montre et a dit qu'elle avait un rendez-vous tôt le matin. Quelques invités ont commencé à partir. Pas de façon dramatique, juste tranquillement, un par un. C'était, a-t-elle dit, le pire. Pas la confusion, pas même l'inconvénient, l'embarras. Marc était là, essayant d'expliquer quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Essayant de garder un contrôle qui était déjà parti. Madame Delgato a tout regardé depuis sa fenêtre. Et à un moment donné, elle a pris son téléphone et a passé un appel. À l'époque, je n'avais aucune idée que cet appel aurait de l'importance. Debout sur ce navire, regardant le Texas s'estomper dans l'obscurité, je pensais avoir juste échappé à une mauvaise soirée. Je ne savais pas que j'avais mis en branle quelque chose de bien plus grand.
Je me suis détaché de la rambarde et je suis rentré à l'intérieur. Ma cabine me semblait un peu moins étrange maintenant. J'ai enlevé mes chaussures, je me suis assise au bord du lit et j'ai poussé un long soupir. Pas de dîner à nettoyer, pas de vaisselle dans l'évier, personne ne demandant ce qui allait suivre, juste le calme. Je me suis allongé, fixant le plafond, sentant le doux balancement du navire. Et pour la première fois depuis des années, mes pensées ne portaient pas sur ce qu'il fallait faire. Elles portaient sur ce que je voulais. J'ai fermé les yeux. À la maison, la nuit était encore en train de se dérouler. Mais là, sur l'eau, j'ai enfin lâché prise. Pendant la nuit, le navire a trouvé son rythme régulier. J'ai dormi plus profondément que prévu. Pas de réveil, pas de liste qui tournait dans ma tête. Le lendemain matin, je me suis réveillé à la lumière qui filtrait par cette fenêtre ronde. L'eau bleue pâle, une ligne de soleil se déplaçant lentement sur le mur. Pendant quelques secondes, j'ai oublié où j'étais. Puis tout est revenu d'un coup. Le navire, la nuit précédente, la maison vide. Je me suis assise, j'ai cherché mon sac et j'ai sorti mon téléphone. Il était toujours éteint. Je l'ai retourné dans ma main, sentant cette petite hésitation à nouveau. Pas de la peur exactement, plutôt le fait de ne pas vouloir revenir à quelque chose dont je venais de sortir. Pourtant, j'ai appuyé sur le bouton. L'écran s'est allumé et en quelques secondes, il s'est mis à vibrer encore et encore. Des appels manqués s'empilaient les uns sur les autres. Des messages arrivaient plus vite que je ne pouvais les lire. Marc. Marc encore. Puis des numéros que je ne reconnaissais pas. J'ai ouvert les messages. Où es-tu, Linda? Ce n'est pas drôle. Appelle-moi maintenant. Que as-tu fait? J'ai défilé. Les gens sont là. Réponds à ton téléphone, Linda. Le ton a changé au fur et à mesure que je descendais. S'il te plaît, appelle-moi. Dis-moi juste où tu es. J'ai arrêté de défiler. Il y en avait d'autres. Des dizaines d'autres. Je suis sorti et j'ai regardé les appels manqués. 47. Ce chiffre est resté là sur l'écran comme quelque chose de physique. J'ai poussé un lent soupir. Puis j'ai remarqué un nom qui n'était pas Marc, Madame Delgado. Elle avait laissé un message vocal et quelques SMS. J'ai hésité une seconde, puis j'ai appuyé sur le message. Linda, chérie, je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut que tu saches ça, la femme du patron de Marc est ici, et elle n'est pas impressionnée. Appelle-moi quand tu peux. Je l'ai lu 2 fois. La femme du patron de Marc. Je ne savais pas qu'elle venait. J'ai appuyé sur lecture du message vocal. La voix de Madame Delgado est arrivée, calme mais ferme, avec cette chaleur texane qu'elle avait toujours. Linda, c'est Rosa Delgado. Je vais te dire les choses franchement. Ton mari est dépassé ce soir. Cette maison est pleine de monde, et il n'y a rien dans la cuisine. Les gens commencent à parler. La femme de son patron, Karen Whittaker, est là à observer tout. Ne dis pas grand-chose, mais on voit qu'elle observe tout. Tu devrais peut-être réfléchir à ce que tu veux faire ensuite. Rappelle-moi quand tu auras ça. Le message s'est terminé par un doux clic. Je suis resté assise sur le bord du lit, téléphone toujours à la main. Karen Whittaker. Je l'avais rencontrée une fois, brièvement, lors d'une fête d'entreprise il y a des années, polie, observatrice, le genre de femme qui ne disait pas grand-chose, mais remarquait tout. Je pouvais l'imaginer maintenant, debout dans mon salon, observant les comptoirs vides, les invités confus, Marc essayant de tout arranger. Quelque chose a bougé dans ma poitrine. Pas de la culpabilité, quelque chose de plus clair que ça. J'ai ouvert un autre message. Celui-ci venait d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Salut Linda. C'est Sarah. J'étais chez toi hier soir. Je voulais juste dire que je suis désolé. Je ne savais pas que les choses étaient comme ça. Comme quoi? J'ai relu. Un autre message est apparu. Même numéro. Il n'arrêtait pas de dire que tu t'étais occupé de tout, comme tu le fais toujours. J'ai fixé l'écran. Cette phrase est restée avec moi. Comme tu le fais toujours. J'ai posé le téléphone sur la petite table de chevet et je me suis levé, faisant les 100 pas dans la pièce. Pendant des années, j'avais fait les choses tranquillement, sans poser de questions.
Non pas parce que j'aimais tant cuisiner, non pas parce que j'avais besoin d'impressionner qui que ce soit, mais parce que c'était attendu, parce que ça facilitait les choses, parce que c'était plus facile que de résister. J'ai repris le téléphone et j'ai ouvert le deuxième message de Madame Delgato. Aussi, Linda, je l'ai entendu plus tôt cette semaine parler à ces jeunes filles de son bureau, riant, disant « Tu gères la maison comme du personnel ». Je n'ai pas aimé la façon dont ça sonnait. Je pensais juste que tu devrais savoir. J'ai laissé cela s'imprégner. Comme du personnel. J'ai pensé à la façon dont il me présentait parfois. Voici ma femme, Linda. Elle fait en sorte que tout tourne rond. À l'époque, je l'avais pris comme un compliment. Maintenant, ça sonnait différemment. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé l'eau. Bleu infini s'étirant dans toutes les directions. Pas de bruit, pas d'attente, juste de l'espace. Mon téléphone a de nouveau vibré dans ma main. Marc appelait. Je l'ai regardé sonner. Pendant une seconde, j'ai envisagé de répondre, d'entendre sa voix, de le laisser s'expliquer, de le laisser me ramener à la version de l'histoire qu'il était en train de construire. Au lieu de cela, j'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. L'écran est resté immobile. J'ai pensé à cette maison, aux gens qui y avaient attendu, à Sarah envoyant ce message, à Karen Whittaker observant tout se dérouler sans dire un mot, et à Marc, au milieu de tout ça, essayant d'expliquer quelque chose qu'il n'avait jamais eu à expliquer auparavant. Ni à eux, ni à moi. Je me suis assise sur la chaise près de la fenêtre et j'ai laissé mes pensées s'apaiser. Il ne s'agissait pas seulement d'une nuit. Ça ne l'avait pas été depuis longtemps. Il s'agissait d'années de petits moments qui s'étaient ajoutés à quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Le rôti de Pau après les funérailles de ma mère. La façon dont il ignorait tout ce que je disais si ça ne correspondait pas à son plan. L'hypothèse était toujours que je gérerais les choses. J'ai repris le téléphone et je suis revenu au message de Sarah. Je n'avais pas réalisé que les choses étaient comme ça. Moi non plus. Pas clairement. Pas avant maintenant. Un petit rire m'a échappé, me surprenant moi-même. Je me suis demandé si Sarah avait eu sa tarte aux pommes ce soir-là, car je savais pertinemment que je ne l'avais pas cuite. Cette pensée est restée là une seconde, puis s'est évanouie. Pas important. Ce qui comptait, c'était autre chose. Pour la première fois depuis longtemps, je ne réagissais pas. Je ne m'ajustais pas. Je choisissais. Je me suis levé, j'ai glissé mon téléphone dans mon sac à nouveau, toujours allumé mais silencieux, et je suis sorti de la cabine. Le couloir était lumineux, les gens allaient et venaient, se dirigeant vers le petit déjeuner, vers les activités, vers tout ce qu'ils avaient prévu pour la journée. J'ai suivi le flot jusqu'au pont. L'air était chaud maintenant, le soleil plus haut dans le ciel. Quelques personnes étaient déjà assises sur des chaises longues, lisant, parlant doucement. J'ai trouvé une chaise vide près de la rambarde et je me suis assise. Pendant un moment, j'ai juste regardé l'eau. Pas de précipitation, pas de pression. À la maison, les choses se calmaient encore. J'en étais sûr. Des conversations avaient lieu, des opinions se formaient. Marc essayait de prendre les devants. Mais ici, rien de tout cela ne m'atteignait. Pas d'une manière qui aurait pu me ramener. Je me suis penché en arrière, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé le soleil réchauffer mon visage. Pour la première fois, je n'avais pas l'impression de fuir. J'avais l'impression d'avoir enfin échappé à quelque chose qui m'avait étouffé pendant des années. Et quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterai à mes propres conditions. Au moment où la croisière a accosté à Galveston 4 jours plus tard, je me sentais plus stable que je ne l'avais été depuis des années. Pas plus légère, exactement. Ma vie m'attendait toujours à Plano. Marc était toujours là. La maison était toujours là. Rien de tout cela n'avait magiquement disparu parce que j'avais passé quelques nuits à regarder l'eau et à manger des repas que je n'avais pas cuisinés. Mais quelque chose en moi s'était apaisé. Je suis revenu en quasi-silence, regardant l'autoroute se dérouler devant nous. Le ciel plat du Texas, les panneaux publicitaires, les stations-service, les pick-up qui passaient comme s'ils étaient en retard pour quelque chose d'important. Quand je me suis garé dans l'allée juste après 15 heures, la première chose que j'ai remarquée, c'était les poubelles. 2 sacs noirs trop remplis près du garage. Une pile d'assiettes en carton mal empilées dans le bac de recyclage. Quelqu'un avait essayé de nettoyer rapidement et ça se voyait. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et je suis entré.
La maison sentait légèrement le plat à emporter rassis et le nettoyant citronné, comme si quelqu'un avait essayé d'effacer un désordre au lieu de s'en occuper réellement. Sur la table basse, il y avait une tache de graisse sur l'un de mes beaux napperons. La poubelle de la cuisine débordait. Dans l'évier, il y avait 3 plateaux de service en plastique d'un traiteur de Richardson, donc il les avait nourris après tout, juste pas comme il l'avait prévu. J'ai posé ma valise près des escaliers et je suis resté là 1 minute, observant. Le silence dans la maison était différent maintenant. Pas paisible, mais tendu. Puis je l'ai entendu. Eh bien, regarde qui a enfin décidé de rentrer à la maison. Marc se tenait dans l'embrasure de la tanière, les bras croisés, la mâchoire serrée. Il avait l'air rude, mal rasé, chemise froissée, le genre d'homme qui avait passé les derniers jours assez en colère pour oublier à quoi il ressemblait. Je me suis retourné et lui ai fait face. « Salut, Marc. »« Salut, Marc, a-t-il lancé. »« C'est tout ce que tu as. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai enlevé mes lunettes de soleil et je les ai posées sur la table de l'entrée. Je viens d'arriver. Oh, je sais que tu viens d'arriver, il a laissé échapper un rire sec, après m'avoir humilié devant la moitié de mon bureau. C'était ça. Pas où étais-tu? Pas tu vas bien? Pas qu'est-ce qui se passe avec nous? M'humilier. Je l'ai regardé longtemps. Tu as invité 18 personnes sans me demander. Je t'ai envoyé un SMS. Tu m'as donné des ordres. Son visage a rougi. Ne fais pas ça. Faire quoi? Essayer de retourner la situation et faire de moi le méchant. J'ai failli sourire à ça. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement prévisible. Tu as invité 18 personnes chez nous, ai-je dit, gardant ma voix égale. Tu m'as dit de les nourrir. Tu m'as donné des instructions de menu comme si j'étais le personnel de la restauration. Alors tu es choqué que je sois parti. Sa bouche s'est resserrée. C'était un dîner. Non, ce n'était pas un dîner. Ça apportait. Je pouvais le voir sur son visage. Juste un éclair, mais suffisant. Il a fait 2 pas de plus. As-tu la moindre idée de ce que les gens disent de moi? J'ai regardé au-delà de lui, dans la cuisine. Je peux imaginer. La femme de mon patron était là, Linda. Oui, dis-je, j'ai entendu. Ça l'a arrêté net. Il a cligné des yeux. De qui? Rosa Delgado, puisqu'apparemment elle avait une meilleure vue de mon mariage que moi. Il a détourné le regard le premier. C'était nouveau. Pendant des années, c'était moi qui baissais les yeux, adoucissant le moment, facilitant les choses. Debout là, dans cette entrée, j'ai réalisé que je ne voulais plus faire ça. Marc a passé une main sur son visage. Toute cette histoire a été exagérée. Vraiment? Oui. Il a levé les mains. C'était un dîner de travail. Les gens font ça. Les gens demandent. Il a soufflé bruyamment par le nez. Je savais que tu allais rendre ça dramatique. J'ai ri alors, juste une fois, courte et sèche. Tu as amené 18 femmes dans une maison vide le jour de la Journée internationale des femmes, Marc. Ce n'est pas moi qui ai rendu ça dramatique. Il m'a regardé pendant une seconde. Le seul son dans la pièce était le bourdonnement du réfrigérateur. Puis il a dit, plus doucement cette fois, Karen a dit à Tom que je semblais peu professionnel. C'était ça, la vraie blessure. Pas la honte, pas le regret. Les conséquences professionnelles. J'ai croisé les bras et j'ai été retiré du compte Richardson. Je n'ai rien dit. Il a secoué la tête comme s'il ne pouvait pas croire mon silence. Sais-tu ce que cela signifie? Oui, ai-je dit. Cela signifie que pour une fois, quelque chose a atterri où il devait. Son expression changea alors. Pas de colère exactement, quelque chose de plus proche de la confusion. Comme s'il ne comprenait vraiment pas pourquoi je ne me précipitais pas pour le réconforter. J'ai dit que j'étais désolé, murmura-t-il. Je l'ai regardé. Non, tu ne l'as pas dit. Il ouvrit la bouche, la referma. Ce silence disait la vérité mieux que toute autre chose. J'ai pris ma valise. Je déballe. Il m'a suivi à mi-chemin des escaliers. Alors, quoi? C'est tout? Tu disparais?
tu reviens et tu agis comme si j'étais le problème. Je me suis arrêté sur le palier et je me suis retourné. Ma voix est restée calme. C'était la partie qui m'a même surprise. Non, Marc, tu es le problème. Tu n'aimes juste pas être celui que tout le monde peut enfin voir. Je l'ai laissé là. Ce dimanche-là, 3 jours plus tard, je suis allé au repas partage de l'église First Baptiste sur la 15e rue. J'ai failli ne pas y aller. Rosa a appelé ce matin-là et a dit, « Chérie, si tu restes à la maison maintenant, il pourra raconter l'histoire à ta place. » Alors, j'ai mis un chemisier bleu pâle, j'ai brossé mes cheveux et je suis allé là-bas avec un bol de salade de pommes de terre acheté au magasin. Je n'avais aucun intérêt à prétendre que je l'avais faite. Le hall de l'église ressemblait exactement à ce qu'il avait toujours été. Table pliante, mijoteuse, grand gâteau de tom-tom. Des hommes en jean et polo rentraient parlant trop fort près de la machine à café. Des femmes arrangeant des œufs mimosa comme si cela comptait. La vie de l'église d'une petite ville dans une banlieue du nord du Texas. Familier, confortable. Sauf que ce jour-là, la pièce a changé quand je suis entré. Pas de façon dramatique. Personne n'a halté, mais les têtes se sont tournées, les conversations ont baissé d'intensité, puis ont repris. Rosa m'a repéré la première et m'a fait signe de venir. La voilà. Elle m'a serré fort dans ses bras, une main chaude entre mes omoplates. Tu as bonne mine. J'ai dormi sur un bateau pendant 4 nuits, dis-je. C'est peut-être ça le secret. Elle a éclaté de rire. Bien. Qu'ils l'entendent. Près du mur du fond, j'ai vu Karen Whittaker parler à 2 femmes que je reconnaissais de cette nuit-là, Sarah et Emily. Elles ont levé les yeux. Sarah m'a fait un petit sourire prudent. Marc était près de la table des desserts, tenant une tasse de café en carton. Il ne buvait clairement pas. Il m'a vu, s'est figé. J'aurais pu rester poli, rester avec Rosa, faire la conversation, rentrer chez moi. Une partie de moi le voulait, mais une autre partie, celle qui était montée sur ce bateau, en avait marre de tout ravaler. Environ 20 minutes plus tard, après la bénédiction, les gens ont commencé à remplir leurs assiettes. La pièce est devenue plus bruyante, des chaises ont grincé, le bébé de quelqu'un a commencé à pleurnicher près du fond. Et c'est là que Marc a fait son erreur. Il a ri trop fort à quelque chose qu'un des hommes avait dit et puis, comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher, il a jeté un coup d'œil à travers la pièce et a dit, « Eh bien, au moins Linda est de retour maintenant. Peut-être que la vie peut reprendre son cours normal. » Quelques personnes ont ri poliment. C'était tout. J'ai posé ma fourchette. Puis je me suis levé. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien claqué. Je suis resté là jusqu'à ce que le bruit dans la pièce s'amenuise suffisamment pour que les gens me remarquent. Marc m'a regardé, toujours souriant, mais son sourire s'est estompé. J'ai dit, je pense que la normalité est le problème. La pièce est devenue silencieuse. Pas un silence de film, juste un vrai silence. Les fourchettes s'abaissent, les conversations annexes s'arrêtent une par une. J'ai d'abord regardé Marc, puis autour de la pièce. Le jour de la Journée internationale des femmes, mon mari m'a envoyé un SMS à 15 heures, pour me dire qu'il invitait 18 personnes à dîner ce soir-là. J'ai fait une pause. Il n'a pas demandé, il m'a informé. Puis il m'a donné des demandes de menu spécial. Quelques personnes se sont agitées sur leur siège. J'ai continué. J'ai passé de nombreuses années à lui faciliter les choses, à aplanir les problèmes, à gérer ce qui devait être géré avant même que quiconque ne pense à demander. J'ai jeté un coup d'œil à Sarah, puis à Karen. Cette nuit-là, j'ai réalisé que j'étais devenu utile au lieu d'être valorisé. Marc a fait un pas en avant. Linda. J'ai levé une main. Et pour une fois, il s'est arrêté. J'ai dit, Marc n'a pas invité 18 femmes à dîner ce soir-là. Il les a invitées à témoigner du peu de respect qu'il avait pour sa propre femme. Personne n'a bougé. Personne ne l'a secouru. Puis Rosa s'est levée à côté de moi et a dit, clair comme le jour, j'ai tout regardé d'en face. Elle dit la vérité. Sarah a parlé ensuite, doucement mais fermement. C'est vrai. Emily a hoché la tête. Oui. Karen Whittaker n'a pas dit grand-chose. Elle a juste regardé Marc et a dit, Tom avait raison de prendre cela au sérieux. C'était suffisant. Marc a ouvert la bouche,
mais quoi qu'il ait voulu dire, ça n'a jamais pris forme. Il a regardé autour de la pièce, s'attendant peut-être à ce que quelqu'un en rigole, à ce qu'on lui dise que ce n'était pas grave. Personne ne l'a fait. Et debout là, dans cette salle d'église, avec de la salade de pommes de terre sur la table, du café tiède et des gobelets en carton, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas de rage, pas de triomphe, juste du soulagement. Je ne me suis pas rabaissé. Je ne me suis pas excusé. Je ne me suis pas précipité pour le mettre à l'aise. J'ai simplement laissé la vérité se tenir seule. Les jours qui ont suivi ont été plus calmes que prévu. Pas de grande explosion, pas de fin dramatique où tout prend soudainement sens. Juste de l'espace. Marc est resté principalement dans le salon, la télévision un peu trop forte, comme s'il avait besoin du bruit. Nous nous sommes croisés dans la cuisine une ou deux fois. Échange court, chose pratique. Les poubelles ce soir. Le courrier est sur le comptoir. Rien d'autre. Ce dimanche à l'église avait fait quelque chose qu'aucun de nous ne pouvait défaire. Non pas parce que j'avais haussé la voix, je ne l'avais pas fait, mais parce que je ne l'avais pas retiré. Les gens l'avaient vu. Et plus important encore, je l'avais dit à voix haute. Mercredi, la maison donnait l'impression d'être un endroit où nous ne faisions que passer. Ce matin-là, j'ai fait du café comme je le faisais toujours. Même tasse, même place à table, mais ça ne faisait pas le même effet de s'y asseoir. Marc est entré, a attrapé ses clés et s'est arrêté près de la porte. Ils m'ont retiré du compte Richardson, a-t-il dit sans me regarder. J'ai hoché la tête. Tu me l'as dit. Je suis sur des projets internes pour l'instant. Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit, ça ressemble à un recul. Ça l'est. Nous sommes restés là dans cette cuisine silencieuse, le bourdonnement du réfrigérateur remplissant de nouveau l'espace. Finalement, il a dit, les gens ne m'incluent plus de la même manière. Je l'ai regardé. Un instant, j'ai cru qu'il allait dire quelque chose de vrai, quelque chose d'honnête. Quelque chose comme, je n'avais pas réalisé. Ou, je suis désolé, ou je le vois maintenant. Au lieu de cela, il a juste secoué la tête. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. C'était encore là. Pas ce qu'il a fait. Juste jusqu'où ça a été. J'ai pris une gorgée de mon café. Il était devenu un peu amer. Les choses vont aussi loin qu'elles doivent aller, ai-je dit. Il n'a pas répondu, il est juste sorti. La porte d'entrée s'est refermée avec un doux clic. Cet après-midi-là, j'ai appelé ma sœur Diane à Tulsa. Nous avons parlé pendant presque 1 heure. Je lui ai tout raconté, le message, la croisière, le dîner, l'église. Il y a eu un long silence à l'autre bout quand j'ai eu fini. Puis elle a dit, il était temps. J'ai ri. C'est tout ce que tu as? Non, a-t-elle dit. J'en ai beaucoup plus, mais surtout, je suis juste contente que tu aies enfin arrêté de le porter. Cela m'est resté. Arrêtez de le porter. J'ai regardé autour du salon après que nous ayons raccroché. Les mêmes meubles, les mêmes photos au mur. Notre photo de mariage toujours dans ce cadre en argent près de la bibliothèque. Je me suis approché et je l'ai prise. Nous avions l'air heureux, plus jeunes, évidemment, mais plus que ça, plein d'espoir, comme si nous construisions quelque chose ensemble. Je l'ai reposée avec précaution. Puis je suis monté et j'ai sorti la même valise que j'avais emportée à Galveston. Cette fois, j'ai fait ma valise plus lentement. Plus de choses. Des vêtements. J'aimais en fait quelques livres. Mon vieux classeur de recettes, celui avec des notes dans les marges d'il y a des années, à l'époque où cuisiner était quelque chose que je choisissais, pas quelque chose d'attendu. Le soir, la valise était pleine. Marc est rentré vers 18 heures. Il l'a vu tout de suite. Qu'est-ce que c'est, a-t-il demandé, même s'il savait. Je pars, ai-je dit. Pour combien de temps? J'ai croisé son regard. Je ne sais pas. Il a laissé échapper un souffle comme s'il était fatigué de tout ça. Tu vas vraiment faire traîner ça? C'est à ce moment-là que j'ai su. Il n'y aurait pas de grande révélation. Pas de compréhension soudaine, pas d'excuse qui signifie quoi que ce soit. Juste ça. J'ai secoué la tête. Je ne fais rien traîner, Marc. Je prends mes distances.
Il s'est frotté le front. Pour un seul dîner? Je ne l'ai pas corrigé cette fois. S'il le croyait encore, il n'y avait plus rien à expliquer. J'ai trouvé un appartement, ai-je dit. À 10 minutes d'ici. Quand allais-tu me le dire? Je viens de le faire. Il m'a regardé comme si j'étais quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. Peut-être que je l'étais, Linda, a-t-il dit, plus doucement maintenant. Nous sommes mariés depuis 27 ans. Je sais. Tu vas juste t'en aller? J'ai pensé à cela, à toutes les années qui avaient précédé cette semaine. À tous les petits moments, à toutes les fois où j'avais choisi le silence au lieu du conflit. Je ne m'éloigne pas du mariage que nous avions, ai-je dit. Je m'éloigne de celui que nous vivons. Il n'a pas répondu. J'ai pris ma valise et je me suis dirigé vers la porte. Cette fois, je ne suis pas passé par l'arrière. Je suis sorti directement par l'avant. L'appartement était petit, au 2e étage, moquette beige, mur blanc, un petit balcon qui donnait sur un parking et une rangée de jeunes arbres qui commençaient à bourgeonner. Rien d'extraordinaire, mais c'était le mien. La première nuit, j'étais assise par terre avec un plat à emporter d'un endroit en bas de la rue, du poulet et du riz, rien de spécial, et j'ai mangé avec une fourchette en plastique. Pas encore de table, pas de chaise, juste moi. Et c'était calme. Pas le calme tendu de la maison de Plano, pas le genre rempli de choses non dites. Juste le calme. Quelques jours plus tard, je suis allé dans un magasin d'occasion et j'ai trouvé une petite table en bois, éraflée mais solide. Je l'ai portée moi-même à l'étage, un pas à la fois, m'arrêtant à mi-chemin pour reprendre mon souffle. Cette nuit-là, je l'ai installée près de la fenêtre. J'ai préparé quelque chose de simple, des pâtes, de l'ail, un peu de beurre, rien de compliqué. Je me suis assise, j'ai enroulé une fourchette et j'ai pris une bouchée. Et j'ai souri. Non pas parce que c'était parfait. Ce ne l'était pas, mais parce que je l'avais fait pour moi. Pas de pression, pas d'attente, personne n'attendait de commentaires sur ce dont ça avait besoin. Juste un repas. C'était suffisant. Une semaine plus tard, Rosa est venue avec une plante et un sac de courses. Tu ne vas pas vivre de plats à emporter, a-t-elle dit, posant tout sur le comptoir. J'ai ri. J'allais bien. Bien sûr que oui, a-t-elle dit. Puis elle a regardé autour d'elle et a hoché la tête. Ça, c'est bien. Oui, ai-je admis. Nous nous sommes assises à cette petite table, buvant du café dans des tasses dépareillées, parlant de tout et de rien. Avant de partir, elle m'a serré la main. Tu as fait une chose difficile, a-t-elle dit. J'y ai réfléchi après son départ. Ça ne ressemblait plus à une vengeance. C'était autre chose, comme si j'avais enfin choisi ma place. Cette nuit-là, j'ai de nouveau mis la table. Une seule assiette, une seule fourchette, un seul verre. Pas de précipitation, pas de bruit. Je me suis assise, j'ai pris une bouchée, et j'ai laissé le calme s'installer autour de moi. Pendant des années, j'ai cru que maintenir la paix signifiait tout garder en place. Il s'avère que parfois, la paix ressemble à franchir la porte et à ne pas regarder en arrière. Si jamais vous vous êtes retrouvé à dire d'accord alors que vous vouliez dire autre chose. Peut-être que ça vaut la peine d'écouter cette voix un peu plus attentivement. Et si cette histoire vous semble familière de quelque manière que ce soit, vous n'êtes pas le seul à l'avoir vécue.